J'aimerais vous souhaiter toutes et tous la bienvenue à l'Observatoire Nord-Sud, où nous avons une conférence dans l'espace Muriel Como, ici, dans ce local qui est en fait un centre de recherche rattaché à la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales, dont je suis titulaire depuis 2015. Et nous avons ce soir un invité de l'Université de Moncton, mon collègue, le professeur Gregory Kennedy, dont je dirai un mot tout à l'heure, avant sa présentation. Je vais d'abord vous dire pourquoi Gregory est ici à la baie Sainte-Marie parmi nous. C'est que nous faisons un projet ensemble avec une vingtaine d'autres chercheurs qui s'appelle Repenser l'Acadie dans le monde. Ça, c'est notre site web créé cet été par une étudiante, Jennifer Demosten, qui était stagiaire ici. Et en gros, dans 4 ans, on espère qu'il y aura un livre. Et derrière ce livre, il y aura eu beaucoup de réflexions dans différentes disciplines, histoire, sociologie, éducation, avec Judith Patouma ici à Sainte-Anne, littérature, avec par exemple Jimmy Thibault ici à Sainte-Anne, pour trouver des nouvelles réflexions, des nouvelles pistes sur la place de la société acadienne dans son contexte global, mondial. Et Gregory et moi, nous sommes les directeurs de ce projet et on a eu du soutien et financier du Conseil de recherche en sciences humaines. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais on fait des visites de travail. Gregory vient ici. En fait, on a passé toute l'après-midi à discuter et demain, on a aussi une autre journée de réunion de travail. Et je vais retourner faire la même chose en février à l'Université de Moncton. On trouve ça bien, non seulement parce que c'est plus agréable de travailler sur place, mais aussi on veut vraiment rapprocher Sainte-Anne et l'Université de Moncton. Et cet observatoire, avec le Centre acadien, qui est partenaire, et aussi la Société historique acadienne de la baie Sainte-Marie, qui est aussi partenaire de cette conférence, avec nos institutions similaires à Moncton. Donc, de vraiment resserrer les liens entre nos acadies. On est ici ce soir pour parler de la Première Guerre mondiale. Plus spécifiquement, je vais citer le titre de la conférence du professeur Kennedy, de la contribution de la baie Sainte-Marie au bataillon acadien de la Première Guerre mondiale. C'est une facette un peu moins connue de l'histoire, disons, nationale de l'Acadie et aussi de l'histoire de la contribution des Canadiens à la Première Guerre mondiale. Je pense que vous allez trouver ça passionnant, vraiment. Alors, mon collègue est professeur agrégé en histoire et c'est aussi le directeur de l'Institut d'études acadiennes de l'Université de Moncton. Il est originaire de Winnipeg et il détient un doctorat de York University à Toronto qu'il a obtenu en 2008. Il a écrit un très bon livre. C'est un livre qui a gagné au moins un prix, et peut-être d'autres. C'est le prix Clio de la Société historique du Canada pour le meilleur ouvrage scientifique consacré à l'histoire de la région atlantique. Et ce livre, que je vous recommande, s'intitule « Something of a Peasant Paradise, Comparing Rural Societies in Acadie and the Loup-du-Nez ». 1604 to 1755, paru chez McGill Queen's University Press. Et il est en train de boucler un livre c'est sur le bataillon acadien, n'est-ce pas? Oui, donc il y aura un livre qui va sortir. Et il y a déjà eu un article paru dans la revue qui est abritée chez nous, à l'Université Sainte-Anne, dans un numéro collectif, parti d'un colloque à Poitiers. C'est la première fois qu'on s'est parlé. C'était pas au Maritime, c'était en France. Mais on a continué ces échanges. Carmen d'Entremont était là également. Et son article s'intitule « Valorisation du patrimoine des soldats acadiens dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale ». Je vous en recommande la lecture. Ce sera bientôt disponible gratuitement sur Internet, mais vous pouvez acheter des copies de Port Acadie si vous voulez. J'en ai des boîtes pleines dans le bureau à côté. Sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue, à qui je vous invite à souhaiter la bienvenue. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus en si grand nombre. Je vais essayer d'être intéressant. Mais je trouve que c'est pas difficile avec l'histoire du bataillon acadien.
Combien de vous étaient au courant qu'il y a un bataillon acadien pendant la Première Guerre mondiale? Quelques-unes, c'est bien. Parfois, quand je donne des conférences, il n'y a personne qui a entendu parler du bataillon acadien. Et justement, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, il me semblait que c'est intéressant pour les Acadiens d'y participer aussi. Je vais parler d'une certaine cohorte de soldats acadiens, mais il y a plein d'autres soldats acadiens qui se sont trouvés dans des bataillons anglophones, des provinces maritimes, dans différents endroits également. Donc, ça ne représente pas tous les soldats acadiens, mais c'est un groupe de soldats acadiens à cette époque. Voici un petit plan pour la présentation. Je vais parler globalement du bataillon, son équipement, son parcours, et je vais vous présenter un profil sociodémographique des volontaires. Il faut insister là-dessus, il s'agit de soldats volontaires. C'est avant la période de la conscription. Alors, au début, tout le monde était très enthousiaste pour la Première Guerre mondiale. Et quand l'appel était lancé aux Canadiens d'aller faire la guerre, il ne manquait pas de volontaires. Mais vers la fin de l'année 1915, on commence à avoir la misère à trouver de nouveaux recrues. Donc, à partir du mois de novembre 1915, le ministre de la Milice, Sam Hughes, a accepté de créer une série de bataillons avec une identité ethnique ou spéciale afin de chercher d'autres gens pour combler les lacunes au front. Les défis de recrutement sont nombreux. D'abord, à travers l'année 1915, on commence à être de plus en plus au courant de la violence au front, la guerre aux tranchées, la bataille de Ypres, par exemple, où la force expéditionnaire canadienne avait vraiment son baptême de feu. Et donc, les gens sont maintenant au courant que ça va continuer à durer longtemps. Puis c'est extrêmement mortel, cette guerre. Donc, on a la misère à trouver les gens. Mais en plus, il y a cette question du recrutement chez les Canadiens français. Parce que pour les anglophones dans le pays, pour le gouvernement à Ottawa, s'il y a un problème à chercher des volontaires, c'est parce que les Canadiens français n'ont pas fait leur part. Et en effet, on peut voir avec la crise de conscription qui s'en vient en 1917, à quel point il y a ce discours qu'il faut forcer les Français de faire leur part pour la force expéditionnaire du Canada. Quand on voit la situation aux provinces maritimes, on voit la même polémique, le même discours dans les journaux anglophones, dans les discours dans les assemblées législatives, qu'il y a des slackers. Il y a des slackers dans nos provinces qui s'appellent des Français. Il faut les forcer de s'enrôler. Mais est-ce que ces discours reflètent la réalité? C'est sûr et certain qu'au Québec, on voit une certaine opposition à la guerre. Et le taux d'enrôlement volontaire au Québec est moins élevé que dans d'autres régions du pays. Et c'est pas pour dire qu'il n'y a aucune francophone à ce moment. Et même lorsque la création de la Force expéditionnaire du Canada, à l'automne 1914, on remarque qu'il y a peu de bataillons français francophones à ce moment. Le ministre Hughes ne voulait pas des bataillons français. Et puis, c'était après qu'éventuellement, avec l'opinion publique, avec les discours, avec les journaux, qu'on lui force à créer un bataillon canadien-français, les 22, qui existent encore aujourd'hui, donc au début de 1915. Alors, si d'un côté, on peut dire que les Québécois ont peut-être répondu moins à l'appel, c'est également le cas que le gouvernement n'est pas allé chercher les Québécois en si grand nombre ou avec un si grand effort dès le début. Et dans les provinces maritimes, ce qu'on remarque, il n'y a aucun recrutement en français. Les sergents recruteurs ne viennent pas dans les comtés acadiens au début de la guerre. Mais quand même, on remarque un taux d'enrôlement important des Acadiens dans les premiers bataillons des provinces maritimes. Alors, les études manquent pour définir avec certitude. Bon, on parle de 17% ou 22%, mais quand on fait le survol
des listes des soldats, dont le 25e revenu de l'Écosse, le 26e du Nouveau-Brunswick. On remarque beaucoup de noms de famille acadiens. Et en effet, j'avais des étudiantes qui ont travaillé là-dessus. Une étudiante, Marie Desjardins, qui a fait une thèse de maîtrise sur une centaine de soldats acadiens qui se sont enrôlés fin 1914, début 1915. Alors, quoi faire avec ça? Mais les élites acadiennes à l'époque ont remarqué ce discours. Et ils ont dit, mais on a envoyé tellement de jeunes gars acadiens au front, mais il n'y a pas de reconnaissance. Pas de reconnaissance de notre effort, alors il faut créer un bataillon acadien qui serait francophone, qui serait catholique, qui aura des officiers acadiens. Et comme ça, nos adversaires n'auront aucun choix que de reconnaître qu'on est là. Pascal Poirier, le sénateur acadien, disait « Mais nos soldats sont perdus dans la foule des bataillons anglophones. » Alors, il faut absolument créer un bataillon acadien, ça devient une question nationale de grande importance. C'est pourquoi je parle de la Renaissance acadienne. C'est un concept que les historiens abordent pour expliquer fin 19e, début 20e, le mouvement nationaliste où graduellement certaines élites cherchent à valoriser la présence acadienne, à trouver la reconnaissance de leurs droits linguistiques en éducation, en services sociaux globalement. Et ce que j'ai remarqué avec le bataillon acadien, ce bataillon acadien, c'est un projet de la Renaissance acadienne. Mais on n'en parle pas. On parle de la création de la société l'Assomption, on parle de la Société nationale, on parle du Collège Saint-Joseph, on parle de toute une liste de réussites de ce mouvement. Les mêmes élites sont impliquées avec la création du bataillon acadien, mais ce n'est pas mentionné. Pourquoi? Je vais en expliquer un peu tantôt. Donc, il y a une série d'assemblées qui avaient lieu à Moncton. Ce n'est pas une coïncidence. La plupart des élites acadiennes, à ce moment, se trouvaient dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. On peut parler d'une certaine monctonisation de ce mouvement. Des gens comme Clément Cormier, père, Pascal Poirier, Chiliac, etc. Et donc, dans cette assemblée, il y a une liste de personnes, là, si vous êtes intéressés, vous pouvez consulter la liste après, mais c'est surtout les gens du Sud-Est, et ils décident que, oui, on veut proposer la création d'un bataillon acadien, et le ministre Hughes répond très rapidement, oui, on va donner notre permission. Il ne le voulait pas, mais devant le grand besoin de recrues, il a accepté cette proposition. Et puis la grande question, qui sera le commandant du bataillon acadien? Parce que le bataillon national acadien, ça doit être une grosse réussite. Qui sera responsable pour ce gang de soldats? Et ils ont choisi Louis Sériac-Daigle de Saint-Louis-de-Kent. C'est une personne avec aucune formation militaire, mais il était étudiant dans un programme d'agriculture à Guelph. Donc, une personne impliquée avec l'entrepreneuriat, des laiteries, par exemple, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. On a décidé non pour des officiers acadiens de la milice qui étaient déjà présents parce qu'ils sont trop associés avec les libéraux. Puis le gouvernement fédéral était plutôt conservateur, donc on voulait quelqu'un qui représentait mieux leur point de vue. Alors, la plupart des bataillons, en effet, presque tous les bataillons créés au Canada à ce moment, ils sont destinés à une certaine petite région. Mais le bataillon acadien avait le but, l'objectif de représenter toute l'Acadie. Donc, il y a 4 dépôts, en plus d'un quartier général ou à Moncton, le quartier général, mais des dépôts à Meteghan, en Antigonish, à Caraquet et à Edmundston. Donc, le but, clairement, c'est d'avoir des soldats de toutes les régions de l'Acadie. Mais on a un peu de misère à trouver assez de recrues. Puis c'est intéressant, il y a toute une campagne de recrutement. Je vais montrer un peu la propagande qui était utilisée derrière ça.
L'Église appuie ces tentatives aussi. Donc, on a des curés qui sont devant l'autel pour dire qu'il faut s'enrôler dans le bataillon acadien, pour appuyer le Canada à la guerre. On a aussi des officiers qui font une sorte de tournée dans les régions. Et là, il y a toutes sortes de beaux discours, comment il faut faire X, Y et Z pour le Canada, il faut battre les Huns, les Allemands, etc. Et les jeunes hommes disent, ah oui, on va s'enrôler, mais pas aujourd'hui, parce que la saison de pêche, c'est ce mois-ci, donc après, on s'enrôle. Il y a toujours un oui, mais qui s'en vient. Mais on voit la stratégie pour les dépôts parce que l'idée, c'est que pour les premiers mois, les jeunes soldats peuvent rester dans leur région. Et comme ça va les encourager à s'enrôler. Le départ pour Valcartier, pour la formation militaire, sera plus tard. Le départ pour l'Europe, encore plus tard. Et comme ça, on peut garder le lien avec la famille. Et justement, on voit à quel point les élites locales jouaient un rôle très important dans ce recrutement. Donc ici, on a l'exemple de Émile Jean Stellin. Stellin? Comment vous prononcez ça dans la baie? Je ne suis pas certain. Stellin. Parfait. Lui, il avait 7 frères, je crois. Et sa famille vient de l'Alsace, en France. Alors, tous les fils, tous les frères, en principe, devaient donner du service militaire à la France. Donc, ils sont rappelés au drapeau pour la guerre, mais la famille a réussi à convaincre le gouvernement de trouver une exception, de pouvoir s'enrôler dans la force expéditionnaire du Canada, au lieu d'aller dans les forces françaises. Alors, lui et tous ses frères sont enrôlés. Stellin, à ce moment, avait 49 ans. Et l'âge limite, en principe, était 45. Donc, une exception était donnée à lui, et lui a joué ce rôle de recruteur. Donc, on remarque que lui s'enrôle 4 janvier 1916, et pendant le mois de janvier, donc 2 semaines plus tard, pendant 3 jours, la majorité des soldats de cette région sont enrôlés avec lui. Donc, il y a clairement, ça reflète un petit réseau de certains gens. Et la pattern se réplique à Edmundston, à Caraquet également. On voit le rôle de certains notables qui encouragent, qui ressortent les gens à s'enrôler. Donc, j'ai promis de parler surtout des gens de la baie Saint-Marie. Alors, moi, j'ai retrouvé à peu près 1200 soldats volontaires acadiens pour le 165e, le bataillon acadien. Et parmi ce groupe, on retrouve 86 du comté de Digby. Donc, des francophones, des Acadiens, dans tous les cas. Et 17 de ce groupe se sont enrôlés en premier lieu dans le 112e bataillon. Donc, il y a à ce moment, nous sommes en 1916, il y a plusieurs bataillons créés, ils cherchent tout le monde les mêmes personnes, il y a beaucoup de concurrence entre les bataillons, mais les leaders du bataillon acadien ont réussi à convaincre les autorités militaires à donner la permission à tous les Acadiens soldats dans d'autres bataillons de transférer dans le bataillon national acadien. Donc, pour le 112e, ça semblait fonctionner. Il y a 17 personnes qui étaient données le transfert. Et une des plaintes de Daigle et les autres officiers, c'est que d'autres soldats acadiens dans d'autres bataillons des provinces maritimes n'étaient pas donnés cette permission, malgré la directive qu'il fallait leur donner cette permission. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi on n'arrive pas aux 1000 soldats effectifs pour combler le bataillon à 100%. Bref, puis on remarque que parmi les 86, on a un grand groupe qui vient de Meteghan. Donc, réside à Meteghan, pas nécessairement né à Meteghan. Et ça, c'est aussi une tendance que j'ai remarquée dans les soldats volontaires pour le bataillon national acadien. Il s'agit surtout des jeunes gens mobiles qui ont déjà migré dans différents lieux à la recherche d'emploi, bien sûr. Et donc, l'armée devient une option peut-être intéressante avec une solde, avec la nourriture,
avec des assurances et avec une solde plus un allowance pour les familles, okay, pour la mère, pour la conjointe. Donc, ça représente un peu le doublement de la solde. Donc, c'est ça. On a seulement 20 de ces 56 qui sont effectivement nés à Meteghan. Ici, on a un petit réseau dans la région. À Moncton, où on a le plus grand nombre de volontaires acadiens, donc la ville originaire, il s'agit de résidences. On a 54 soldats volontaires qui résidaient à Moncton, qui sont nés à Moncton, mais 226, je crois, qui résidaient à Moncton au moment de leur enrôlement. C'est-à-dire qu'ils viennent décompter la campagne, ils descendent à Moncton pour des jobs, puis ils s'enrôlent à l'armée après. Puis, on a aussi un certain réseautage avec les États-Unis. Vous êtes peut-être au courant, il y a des familles acadiennes qui s'installent au Massachusetts, au Maine. Donc, ça s'est reflété dans les réseautats également. On a plusieurs exemples au Nouveau-Brunswick, beaucoup d'exemples, quelques-unes ici également. Il s'agit, pas de surprise, de jeunes hommes célibataires surtout, mais on a quand même 15 hommes mariés ou peut-être ils n'ont pas trop aimé leur famille, ou peut-être c'est les femmes qui ont décidé qu'il faut quitter, mais de toute façon, ils ont trouvé leur permission de partir. C'est intéressant parce qu'au début, le gouvernement a insisté que la conjointe doit donner sa permission avant qu'un homme marié peut aller en guerre, mais peut-être ça posait problème parce que le gouvernement a cassé cette directive pendant l'année 1915. Bon. Vous voyez, avec l'âge déclaré des soldats, je dis déclaré parce que c'est l'âge déclaré au sergent recruteur. On va voir un peu plus tard pourquoi ça peut poser défi. Mais on va constater que les soldats sont vraiment jeunes. Même si l'âge limite était 18 ans, l'âge minimum, mais même là, on a une certaine norme qui avait moins de 18 ans. Et les sergents les ont acceptés quand même. En principe, non, ils ne devraient pas, mais ils l'ont fait. Beaucoup de gens 18 à 19 ans, puis, mais il y a pas mal qui avaient aussi 25 ou plus. Puis on va voir qu'il y a des gens comme le major Stellan qui avaient plus que 45 ans, donc plus que la limite sur l'autre côté. J'aime les tableaux, j'aime un peu l'histoire quantitative. Alors, je vous pose la question, je vous donne des instants pour voir le tableau. Et donc, dans la première colonne, on a les soldats de la baie Saint-Marie. La deuxième colonne, on a mes résultats pour tous les volontaires du bataillon acadien, le 165e. Puis, il y a un excellent ouvrage fait par M. Gagnon sur les 22. Donc, ce qui me permet de proposer un axe comparatif avec les soldats, les effectifs de cette unité canadien-français. Et la dernière colonne, c'est la force expéditionnaire du Canada. Donc, on a la possibilité de comparer les résultats sur 4 niveaux. Que remarquez-vous pour les soldats de la baie Saint-Marie? Qu'est-ce qui est différent chez vous? Pas de service militaire antérieur. Ouais. Seulement 3%, pendant que pour la force expéditionnaire du Canada, c'est 35%. Ça, c'est surtout des immigrés de la Grande-Bretagne qui avaient une expérience dans les milices ou dans l'armée britannique et qui sont rappelés lors de la déclaration de la guerre. Donc, comme Stellan, se sont trouvés dans les forces canadiennes. Mais même chez les 22, on remarque 29% avaient une expérience antérieure. Là, on parle peut-être de la milice canadienne ou d'autres exemples, mais la force permanente à cette époque n'était pas très grande. Alors, c'est intéressant de remarquer qu'au Québec, il y a une assez grande tendance pour les gens avec une expérience militaire de s'enrôler. Chez les Acadiens, moins présent. Au Nouveau-Brunswick, j'avais remarqué qu'il y a une certaine proportion minoritaire, mais quand même présente, de soldats avec une expérience dans la milice. Le 74e régiment, par exemple, Northumberland,
le 73e, le Carleton New York. Il y a d'autres exemples, surtout chez les officiers. Plusieurs officiers acadiens avaient de l'expérience dans la milice, et c'était même une stratégie pour l'hierarchie sociale acadienne à l'époque de trouver leur réputation à travers la milice. Mais à la baie Saint-Marie, 3%. Donc, bon, ça c'est un point intéressant. D'autres différences que vous remarquez? Cultivateurs, beaucoup de cultivateurs. Oui, oui. Donc, on a une région beaucoup basée apparemment sur l'agriculture. Moi, j'aurais pu deviner la pêche, mais l'agriculture très présente chez les occupations déclarées par les soldats volontaires. Et on a remarqué ça, que pour les 22, pour la Force expéditionnaire du Canada, les cultivateurs sont moins présents. Donc, même chez les anglophones, normalement, la campagne, les gens sont plus réticents à s'enrôler. C'est une grande tendance. Puis, pour les proportions, là, on a une question de traduction aussi, parce qu'on a l'occupation laborer. On le traduit comment en français? Est-ce qu'on parle de journaliers qui travaillent sur les fermes? Est-ce qu'on parle d'ouvriers qui travaillent dans les moulins, dans les manufactures en ville? Et c'est surtout des ouvriers, si on regarde le vocabulaire derrière ça. Et donc, bon, on voit que Moncton, très présent, 38% ouvriers, des gens qui travaillent pour le chemin de fer, pour Moncton Sugar, pour des industries comme ça. Mais ici, beaucoup moins le cas, peut-être moins de possibilités de travailler dans ce secteur. Quoi d'autre? Je sais que ça frappe pas nécessairement les yeux, mais quand on regarde l'âge moyen dans la Force expéditionnaire du Canada, c'est 26, puis chez nous, c'est 23, 24. Mais en effet, lorsqu'on parle d'une grande population, il y a 2 ans de différence, en moyenne, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça souligne à quel point les soldats acadiens étaient plus jeunes. Puis ce que me frappe toujours, c'est la lignée après, la proportion ayant moins de 20 ans. Presque la moitié pour le 165e en total, presque 40% chez vous à la baie Saint-Marie, pendant que pour la Force expéditionnaire du Canada, juste 10% avaient 18 ou 19 ans, par exemple. So, c'est une grande tendance que, en fait, toute la propagande pour le recrutement, pour encourager les gens à s'enrôler, c'est qui répond à l'appel? C'est les adolescentes. Quelques exemples, puis on va parler de ce phénomène des Acadiens qui n'avaient pas 18 ans. J'ai trouvé 2 de la baie Saint-Marie qui avaient 14 ans lorsqu'ils s'enrôlent. J'ai trouvé une de 13 ans à Moncton. C'est le plus jeune que j'ai trouvé jusqu'à date. Alors, on a l'exemple de Charles Desvaux de Maviette, qui n'avait pas 14 ans, c'est juste comme 3 jours avant sa fête. Et il était accepté et il est allé à l'outre-mer. Puis on a l'exemple de François, ça c'est lui. C'est lui le Charles Desvaux. Puis François Dugas de Metegan avait 14 ans à peine quand il s'enrôle avec le 112e bataillon. Donc c'est une des transferts dont j'avais parlé tantôt. Puis lui était donné son libération déclarée inapte à cause d'être trop jeune par les autorités militaires. Donc parfois on les retrouve et dit non pour revenir à la maison. Parfois on les accepte. Et est-ce que c'est parce que peut-être son corps physique est différent? Est-ce que c'est sa maturité? Il y a toutes sortes de façons que tous les ados ne sont pas pareils dans leur évolution. Mais je voulais mentionner aussi l'autre côté de la médaille. Donc, on a Georges Alexandre Desvaux de Metegan, né à Yarmouth, qui avait 49 ans lors de son enrôlement, encore une fois avec le 112e bataillon. Pompier. Et puis, il déclarait, puis c'est un mensonge un peu bizarre, donc je ne pense pas qu'il a inventé ça, qu'il a passé 2 ans dans la marine argentine à l'Amérique du Sud. Puis, c'est super intéressant, je trouve que c'est toujours une très petite minorité, mais j'ai trouvé des cas exceptionnels comme ça dans tous les cohortes des soldats acadiens. J'avais des soldats acadiens qui avaient une expérience militaire antérieure aux États-Unis, les Marines, dans toutes sortes d'endroits. Donc, c'est possible.
Et même après la guerre, j'ai trouvé un soldat acadien qui a aimé son expérience à Guess parce qu'il est arrivé au canal de Panama en 1921 où il fait le job de soldat pour la garnison. Oui, donc ça c'est intéressant. Alors, vous comprenez que vous arrivez devant le sergent recruteur, il va vous poser la question, vous avez combien d'ans? Puis vous allez dire, moi j'ai 16 ans, ah, c'est la mauvaise réponse à cette question, vous allez retourner ta main. Right? Donc on a ce phénomène. Puis on le voit parce que ce que moi, mes étudiants ont fait, on a cherché les volontaires dans le recensement de 1911. Et comme ça, on a un haut point d'information pour vérifier l'âge des soldats. Alors, si on regarde le bataillon dans son ensemble, on voit que sur les papiers d'attestation, même là, 16% des volontaires déclarent « moi, j'ai pas 18 ans », puis sont acceptés. Quand on regarde le recensement, on voit qu'en réalité, 26% des volontaires n'avaient pas 18 ans. Ça, c'est plus que 1 sur 4. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Puis ça dit à quel point les sergents, les officiers n'étaient pas trop concernés par l'âge parce qu'ils voulaient absolument avoir des hommes pour combler le bataillon. Puis à la baie Saint-Marie, c'est un peu la même chose. Donc, 9% n'avaient pas 18 ans, puis en réalité, c'est 17. Alors, c'est une tendance un peu moins forte ici, mais les mensonges, oui, la même tendance ici chez les adolescents. Et l'autre côté, c'est pareil. Donc, sur les papiers d'attestation, seulement M. Stellin s'est déclaré, moi j'ai plus de 45 ans. En réalité, j'ai trouvé 4 personnes. Puis, pour le bataillon dans son ensemble, c'est également le cas. On a une beau douzaine qui avaient plus que 45 ans. Puis, la plupart, ils avaient des problèmes physiques, puis ils ne sont pas allés en guerre. Tu sais, c'est pas possible. Bon. J'ai trouvé cet exemple intéressant. On a la famille Saunier. Il y a 4 frères qui s'enrôlent ensemble. Donc, on a 3 photos. C'est le moment pour moi de passer ce petit livre. Donc, il y a un album souvenir créé à l'époque par les officiers du bataillon avec des photos de tous les soldats. Donc, je vais passer le livre. Vous pouvez le voir. Merci. Donc, on a 3 des 4 photos parce que William n'était pas accepté en fin de camp. Donc, il a été déclaré inapte. Puis, c'est probablement pourquoi sa photo n'est pas inclue. Ils sont enrôlés ensemble le 17 janvier, donc parmi ce cohorte probablement encouragé par M. Stellin. On a pour le côté physique 5 pieds, 4 pouces, 5 pieds, 6 pouces, 140 livres maximum. On ne parle pas de grands hommes costauds, on parle plutôt des hommes petits, mais ça passe. Puis des hommes qui ont travaillé fort, ils avaient des cicatrices sur leurs jambes, sur leurs bras, sur les poignets, etc. Donc c'est des indices d'une vie physique. Puis on sait que avec recours au recensement 1911, que leur père, Hilaire, était un propriétaire d'un bateau, une chaloupe, je crois, et 2 des frères travaillaient avec lui. À l'époque, un salaire de $1 par jour était l'équivalent d'une journée de travail pour un ouvrier sans métier, donc juste un travail général. Donc $300 par an, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que même s'il se déclare, moi je suis propriétaire d'un bateau, c'est pas une entreprise très rentable. Puis on remarque que Hilaire est grosse, avec 10 enfants à la maison et une tante âgée, donc beaucoup de bouches à nourrir. Ça peut expliquer la motivation des frères à s'enrôler. Puis, oui, j'avais mentionné que William était déclaré inapte. Bon. Beaucoup de propagande. Je peux parler pendant 1 heure sur la propagande dans les journaux acadiens, puis les discours des curés pour encourager les jeunes à s'enrôler. Ils ont même une prête à créer une chanson
comme la Marseillaise pour encourager les Acadiens. On le voit là, bientôt vous saluerez la France. Debout, peuple acadien en avant pour l'honneur, pour vos enfants. Bon, on voit ça, les équivalents dans les chansons anglaises également à l'époque. Et on voit que bon, les Acadiens aussi sont susceptibles à ce genre de propagande. Il y a aussi une fanfare, une sorte d'orchestre, si vous voulez, un orchestre musical militaire. Et donc, ce qu'on voit dans la campagne de recrutement, les gens arrivent avec leur trompette pour faire les chansons, puis les gens font leur discours, puis le curé dit, oui, il faut le faire pour le Dieu. Oh. Puis, c'est, oui, comme ça, hein. Puis, et là, vous êtes prêts? Oui, 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 après la saison de pêche. Okay. J'avais trouvé quelques exemples. Donc, dans les journaux, il y a des beaux discours. Où, donc, ici, on a les paroissiens de Caracat qui répondent, qui donnent une sorte de bienvenue, merci aux officiers du bataillon recruteur. En réalité, c'est le curé qui prononce ce discours. Et donc, j'aime ça, persécuter lui-même, victime des plus criantes injustices. On parle de la déportation, bien sûr. Le peuple acadien comprend mieux que tout autre peuple, peut-être, ce que c'est que l'oppression et le mépris du doigt des gens. C'est pourquoi, dans un superbe élan de bravoure et de courage, il a voulu entrer comme peuple dans le grand conflit européen pour combattre les Allemands, ennemis du droit, de l'équité et de l'humanité. C'est inspirant, non? Voici mon favori. J'ai trouvé ça récemment. Puis, ça fait toute une image. C'est... bon. Comment expliquer ça? Au coin du feu, le vieillard acadien, les épaules courbées sous le poids de la vie, écoute les propos de guerre en rêvant du passé. Son petit-fils veut partir en guerre, rejoindre ses frères. Et l'octogénaire, il comprend. C'est la voix du sang. Il se lève et d'une pas ferme s'en va décrocher de la muraille au pied du crucifix sa vieille épée, la tire du fourreau. Elle contemple un instant d'un regard chargé de souvenirs émus, puis s'adressant à son petit-fils, il dit, à genoux, mon enfant, je te fais chevalier du droit, défenseur du faible. Relève-toi, prends cette épée. Je n'ai plus la force de combattre, mais à ton âge, je la tenais fièrement. Je l'ai recueillie sur le champ de bataille près de Port-Réal. J'ai fait la marque dans ma tête. OK, donc le grand-père avait combien de dents, puis son grand-père avait combien de dents pour revenir à Port-Réal dans le 17e siècle. Pas certain que ça marche, mais bon. Parce que c'est ça, près de Port-Réal, la lame était enfoncée dans la poitrine d'une ennemie, sans doute britannique. Mais la poignée était tellement enserrée dans la main de mon grand-père, mort sur le champ de bataille, son grand-père, que seul je n'ai pu la dégager. Prends-la et va relever tes frères dans les tranchées. Bats-toi, et si Dieu le permet, reviens consoler ma vieillesse en me disant que tu as fait ton devoir. Ben, moi, j'ai un peu de misère à imaginer des scènes comme ça dans les maisons acadiennes à l'époque, mais c'est possible. Puis on voit le nombre de plumes, c'est pas une coïncidence, on a Vercingetorix qui écrit pour l'Évangéline. Bravo Vercingetorix, pour inspirer les gens. OK, donc après 6 mois, on arrive à peu près 800 soldats, donc on n'est pas encore arrivé à 1000, mais c'est pas mal. On s'en va à Valcartier pour la formation militaire pendant 3 mois, pendant l'été 1916. Quelques images, on a le 165e bataillon, leur tente à côté de la rue. Puis cette carte postale, merci à Jonathan Vance de Western University, qui a acheté cette carte postale sur eBay, il m'a dit. eBay. Puis ça explique, les 3 soldats expliquent qu'ils sont maigres comme le diable pour utiliser cette épée contre l'ennemi. Ils sont tellement fiers de leur régime physique. Puis à Valcartier, toutes sortes d'instructions, exercices, immunisations, examens médicaux, toutes sortes de choses. Puis on arrive à Saint-Jean,
Et on va passer l'automne, puis l'hiver 1916-1917 à Saint-Jean-du-Brunswick, en attendant le bateau pour l'Angleterre. Donc, encore une fois, je peux donner beaucoup de détails, mais ils habitent en garnison au centre-ville, ils font des marches, ils font des cérémonies, ils font beaucoup d'attentes, en effet. Ils attendent le mot pour s'embarquer. Le recrutement continue, mais en la misère, les gens qui voulaient s'enrôler l'ont déjà fait, donc c'est difficile de trouver des autres. Puis les médecins éliminent beaucoup de gens à ce moment. Certains parce qu'ils sont trop jeunes, d'autres parce qu'ils ont des maladies, tuberculose, pneumonie, etc. D'autres qui sont blessés, incapables. Donc, on arrive avec seulement 532 soldats pour le bateau, pour le train Halifax, puis le bateau en Angleterre, au mois de mars 1917. Parmi notre gang de la baie Saint-Marie, on remarque que 54 sur 86 s'embarquent pour l'Angleterre. On avait 2 morts avant le départ à cause des maladies pendant la vie en garnison. Donc, c'est assez sérieux. Puis, une lettre intéressante, donc c'est une lettre qui a été publiée dans un journal anglophone. C'est une lettre écrite par a private in the 165th Battalion to the Prime Minister, Robert Borden, où il explique que lui était déclaré inapte par les médecins à Valcartier. Et lui et une trentaine de ses hommes sont encore dans le bataillon, même s'ils sont déclarés inaptes, et ils aimeraient être libérés pour aller faire autre chose. Mais c'est inutile, on est gardé ici, puis il y a d'autres trentaines qui arrivent d'autres bataillons qui sont inaptes. Alors, c'est une grande charge pour le gouvernement, nous sommes payés par vous, mais on ne fait rien. Vous pouvez imaginer que cela a entamé toute une enquête et des directives. Donc, à la Bibliothèque Archives Canada, il y a tout un dossier sur cette affaire. Donc, on avait des whistleblowers même en 1916. Puis, je voulais mentionner rapidement le phénomène de la désertion. J'avais publié un petit article dans le journal, dans la revue de Canadian Military History sur les déserteurs du bataillon acadien. Pas parce qu'il y a plus que des déserteurs dans le bataillon acadien, mais parce que le phénomène n'est pas très étudié par les experts jusqu'à date. Puis, je trouve que c'est intéressant. Alors, à peu près 1 sur 5 volontaires va éventuellement déserter le bataillon acadien. Mais on remarque qu'il y a un beau document au Centre d'études acadiennes à Moncton, c'est un registre des déserteurs. Parce que les commandants ont besoin de faire un petit procès, une petite enquête pour expliquer la situation, l'absence de leurs soldats. Et puis on remarque que les non-acadiens, c'est-à-dire des anglophones, on a des Italiens, des Russes, qui se sont enrôlés dans le bataillon acadien, français, catholique, ont décidé, non, c'est pas pour moi ça. Donc, ils se sont désertés rapidement après. Mais il y a pas mal d'Acadiens aussi. Puis vous voyez les tendances. À Valcartier, il y a des gens qui ont découvert, non, c'est pas pour moi la vie militaire, je vais m'en sauver maintenant. Mais la période d'attente à Saint-Jean était difficile également. Et lorsqu'on arrive à l'hiver, par exemple, on a remarqué la tendance pour les soldats de partir dans les camps boucherons, où ils sont mieux payés. Puis certains reviennent, certains ne reviennent pas. Donc, on s'en va en Angleterre. Et c'est intéressant, on a le journal de guerre du capitaine aumônier Godette, Jean-Louis Godette, catholique bien sûr, acadien. Il parle de la mal de mer, il parle de la menace posée par les sous-marins, par les mines. En effet, un des bateaux dans le convoi a frappé une mine. 4 soldats ont été tués, pas des Acadiens, mais de nos bataillons. Alors, rapidement, les soldats voient que c'est vrai, c'est réel, la guerre. Et ils arrivent, ils sont mis en quarantaine, il y a beaucoup de maladies chez les soldats après quelques semaines sur le bateau. Puis les conditions sont assez rudes, assez rough dans des petits campements à Shoreham by Sea. Puis le 13 avril, il y a une sorte d'assemblée générale du bataillon. Le commandant arrive pour expliquer, OK, donc, on s'en va pas au front comme bataillon acadien. On a seulement 500 hommes, c'est pas possible. Alors, on peut destiner pour les 22, les Canadiens français qui sont déjà dans les tranchées, ou le 26, le bataillon de New-Brunswick, déjà sur les tranchées. Que voulez-vous?
La plupart ont dit, mais en effet, c'est moitié-moitié. Les gens du Nouveau-Brunswick préféraient aller avec le bâton du Brunswick. D'autres, ah, mais avec les Québécois, ça peut fonctionner. Pas tout le monde. Parfois, la question géographique est plus importante que la question linguistique, semble-t-il. Mais en fin de compte, ça mène à rien parce que les autorités ont décidé, non, vous n'allez pas sur le front. Vous êtes destiné au corps forestier canadien. Donc, on a besoin de main-d'œuvre pour couper le bois, pour faire des trinques, pour les trancher, pour toutes sortes de choses, pour les bateaux, pour les navires, etc. Donc, vous êtes un peu jeune, puis comme Acadien, vous avez cette habilité comme bûcheron, n'est-ce pas? Vous habitez dans le bois, c'est parfait. Vous allez dans le corps forestier canadien. OK? Bon, donc c'est ça le CRC. Le 23 mai 1917, les gens partent en France. Puis, c'est ça, on a des beaux discours des soldats en attente, même propagande qu'on voit avec les soldats anglophones. Jérôme Arsenault, il faut tous se battre pour son roi, son pays. C'est intéressant d'écouter les Acadiens qui parlent de leur roi, pas juste le Canada, mais le roi britannique. Puis, Jadis Lantin qui parle de adieu, chers parents, adieu, chers amis, beau Canada. Et moi, j'ai trouvé intéressant, il parle de Canada, il ne parle pas de l'Acadie. Il parle du Canada comme leur patrie, comme leur pays. Donc, on voit que l'influence de ce vocabulaire, de ce langage autour de la guerre. J'ai bien l'espérance de révéler le Canada, mais si Dieu m'appelle à mourir sur le champ de bataille, je mourrai content. I will die happy. Car ce sera pour défendre ce que j'ai de plus cher, ma patrie. Wow! Quand on entend des choses comme ça, on voit à quel point les gens sont croyants. Il écrit ça à ses parents. C'est pas pour valoriser le sergent. Il écrit ça à sa famille. Donc, on peut être cynique. Ah, ils sont rôles parce qu'ils sont en chômage. Ils sont rôles parce que c'est difficile pour la famille. Et évidemment, il y a un patriotisme derrière ça également. On ne peut pas complètement ignorer cet élément. Comment ça va? OK. Donc, ils étaient envoyés dans la région du Jura. J'y étais cet automne. Donc, c'est une belle région entre Dijon et Genève, en Suisse. Okay. Donc, c'est une région avec beaucoup de montagnes. Ça, c'est l'église paroissiale à Souk, un petit village. Et c'est typique, cette photo du paysage, du petit village, beaucoup de pétales et beaucoup de forêts. Alors, ils sont envoyés dans la forêt domaniale de la Joux. On a à ce côté ici ma photo, et puis à côté une photo du capitaine aumônier Godette. Puis vous allez remarquer peut-être, ici on a des arbres très minces, mais à l'époque c'était des arbres plus solides. C'était des arbres pour les seigneurs avant, qui étaient protégés, puis tout coupé pendant les guerres. Donc, certains Acadiens étaient déçus d'être envoyés comme bûcherons. On a l'exemple de Victorien Legacy. Ce n'est pas vraiment ici que notre devoir nous appelle. Nous attendons à faire face à l'ennemi et là remplir notre devoir de soldat. Mais Fred Frigo était plus pragmatique. Si la guerre finit pendant qu'on est dans les bois, on ira au moins voir les tranchées. Et j'ai une bonne espérance de retourner au Canada. Donc, moi, je comprends Fred une peu ici. Puis, donc, il y a 3 compagnies dans ce district. C'est possible de consulter les dossiers, les documents à Ottawa pour le 5e district du Corps forestier du Canada. Et donc, 3 compagnies composées essentiellement des gens du bataillon acadien. C'est une vie, ils travaillaient 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Ils sont vraiment enfermés dans les campements, dans le bois. Et leur dimanche, ils ont le droit d'assister à la messe, puis peut-être aller dans un café, dans un village. Puis c'est ça, quelques statistiques, mais je prends trop de temps, donc je peux passer là.
Donc, une photo de la messe devant la scierie dans le campement. Et puis, on a un mélange de soldats et de civils. Et ça, ils habitaient à proximité des villages des civils français. Bon, il faut parler parfois des choses moins glorieuses. Dans les dossiers de l'hôpital dans la région, on a remarqué que parmi les 326, je crois, soldats acadiens dans le 5e district, on a 70 et plus admissions pour des maladies vénériennes. Puis, bien sûr, le curé, il parle de ça. Il parle à comment il est allé en exposition à Londres pour voir cette œuvre artistique, The Devil's Daughter. Il dit que, ben oui, c'est à cause de ça qu'on n'a pas gagné la guerre, parce qu'il y a tellement de maladies vénériennes parmi les soldats. Donc, c'est un vrai problème. Puis les Français, ils ont donné des méthodes contraceptives à leurs soldats, mais les Britanniques, les Canadiens, non. Donc, parce qu'ils ne voulaient pas encourager la sexualité, mais les conséquences étaient sévères pour les soldats, bien sûr. Puis, vous pouvez me poser la question, parce que les remèdes pour les maladies vénériennes à l'époque n'étaient pas très, très gentils. Je vais passer ça pour... OK, donc, deux exemples de situations un peu exceptionnelles. On a ici l'exemple de Jean-Baptiste Daigle, lui de Richelieu-Bouctou, New Brunswick. Et lui est allé avec trois de ses homologues dans un café pour boire. Les témoignages indiquent qu'ils n'ont pas bu beaucoup, juste 2 litres de vin chaque. Pendant la route vers le campement, la nuit, après la fermeture du café, il y a une confrontation avec un cultivateur français qui a pris son shotgun et il a tué Jean-Baptiste Daigle. Puis les témoignages ne sont pas d'accord sur ce qui se passait exactement. Donc, c'est un document super intéressant. Il y a une enquête, bien sûr. Les autorités militaires voulaient poursuivre cet homme pour meurtre, homicide. Puis, le système judiciaire français a décidé non, c'était l'autodéfense. Alors, il y a une histoire intéressante derrière ça. Puis, les autres soldats qui étaient présents, et lui, il est comme mort sur la tête, mort sur la route. Les autres soldats voulaient diminuer leur présence là, donc ils n'ont rien vu. Ils sont juste retournés directement du café. Et puis on a l'exemple du soldat Félicien Roy. Lui était frappé par un train et a cassé la tête et mort dans le bois. Et là, on a des photos par l'aumônier Godette de la cérémonie des funérailles, où il y a toutes les cérémonies militaires. Et je suis allé moi-même pour voir le mémorial qui existe encore pour lui. Donc, la compagnie a acheté ce tombeau. L'autre qui est plus typique est derrière. Puis on a l'exemple ici, pas loin d'ici, à Meteghan, Arthur Joseph Sear, qui, lui, était transféré au Royal Flying Corps, c'est un homme avec éducation, était accepté. Puis il a été capturé lors de sa première mission. Son avion a frappé la terre, les Allemands lui ont attrapé. Il a passé 6 mois dans différents campements pour les prisonniers de guerre pendant la guerre. Bon, je vais passer ça, sauf pour dire que même après la guerre, ils avaient besoin d'attendre jusqu'au printemps 1919 pour l'avenir. Puis on voit, vous avez peut-être entendu parler de l'influenza espagnole. Ça, c'est présent chez les soldats acadiens également. Quelques petites remarques sur la démobilisation. Donc, on a consulté également le recensement de 1921. Donc, c'est possible de retracer les anciens combattants dans leur communauté. Donc, l'analyse détaillée reste à faire, mais globalement, pour le bataillon acadien, j'ai remarqué la tendance qu'il y a un impact sur le parcours de vie. Donc, les soldats, les jeunes soldats sont partis. Normalement, s'ils ont resté chez eux, ils auraient été mariés, par exemple, mais plusieurs reviennent avec leurs parents. 1 sur 5 ne restait pas dans la région, quittaient la région complètement. Souvent aux États-Unis, j'ai trouvé des gars en Californie, au Texas, New York, au Manitoba, l'Ontario, au Colombie-Britannique,
Donc, il y a plusieurs exemples de ça. Et puis pour les soldats qui restent, plusieurs se trouvent en chômage en 1921. Donc c'est une réintégration difficile, évidemment. J'ai pris l'exemple des 4 frères Saunier, juste pour vous donner un exemple. Donc on a 2 qui restent encore avec leurs parents. Donc même Joseph a 30 ans, il est célibataire, il est chez lui. Et avec un petit salaire de 480. Et lui déclare qu'effectivement il était en chômage au moment de le recensement. On a Frank qui est parti, n'est plus dans la région. Puis on a William, donc le gars qui n'était pas accepté. Lui s'est marié. Il avait 2 enfants en 1921. Donc ils sont un peu symboliques des différentes tendances qu'on voit avec les autres. Parfait. Et je m'excuse pour être un peu trop long, mais rapidement, les motivations derrière ça, c'est une histoire passionnante en soi, à mon avis. C'est un élément à intégrer dans notre narratif de l'histoire acadienne et surtout le mouvement national. Parce que même si le bataillon acadien n'a pas réussi à recruter 1000 hommes, n'a pas réussi à être sur le front, dans les tranchées, la bataille, la crête de Vimy, etc., la contribution acadienne, de toute façon, mérite d'être reconnue, connue. Et cette question de la mobilisation des gens par les élites traditionnelles acadiennes, c'est intéressant. C'est intéressant. On ne doit pas y passer sous silence. Puis, c'est sûr qu'un élément de commémoration, on a le jour des anciens combattants qui arrive, mais en même temps, je crois que c'est important qu'on aborde des questions, des thèmes comme la réintégration difficile, les maladies, l'indiscipline, la désertion, parce que comme ça, on va mieux comprendre le phénomène social qui était la guerre, le service militaire à l'époque. Parce qu'on a continuellement dans notre société cette réflexion sur la militarisation, sur la violence. On le voit dans plusieurs coins de notre monde, comment les jeunes adolescents sont particulièrement frappés par cette tendance. Et donc, les Acadiens ne sont pas nécessairement exceptionnels à cet égard. Merci beaucoup.